Allez, c'est la 112e édition de la revue de la semaine. Là, on la recommence parce que, comme j'ai dit des horreurs dans la précédente, on a décidé avec Antoine que non, il fallait rester mesuré. Alors, vous voyez qu'on fait le tournage au siège du mouvement et pas à l'Assemblée ni chez moi. Alors, mais j'ai préparé mon papier, hein, comme tout le monde, pour circuler dans la rue parce que normalement, les parlementaires, notre circulation est libre, hein, enfin, normalement. Mais quand il s'agit de moi, évidemment, ça devient une autre paire de manches. Et bon, je pense que ça fait plaisir à certains de m'intercepter. Alors, la dernière fois, j'ai dit, je ne vais pas dire ma personne est sacrée, parce que ça, j'ai définitivement compris que c'était pas la peine. J'ai dit oui, mais enfin les parlementaires, on a la liberté de circulation, et le gars m'a dit oui, à condition que ça soit pour votre métier. Je dis, vous voulez dire mon mandat? Alors il m'a regardé, je crois qu'il n'a pas compris. Et je lui ai dit, bah oui, je vais au siège du mouvement, ça fait partie, je suis président du groupe parlementaire. Il m'a dit, ah oui, c'est pas pour faire vos courses, hein, sinon il vous faut un papier. Alors, c'est ce qu'on appelle des gourmandises courtelinesques. Pour ceux parmi vous qui connaissent Courteline, c'est un auteur français qui s'amusait, et se moquait des fonctionnaires, et qu'il appelait, c'est lui qui a inventé l'expression rond de cuir. C'est pas juste, hein, moi je suis d'une famille de fonctionnaires, alors je le prends mal, mais rond de cuir parce que les gens se cousaient des ronds de cuir pour pas user les coudes, vous voyez. Bref, c'est la 112e édition, et maintenant, toc, le générique. Bon, j'espère que vous sentez que moi aussi je suis confiné, hein, je suis comme beaucoup d'entre vous. Ça produit un effet physique et psychologique assez particulier dont on n'a pas tenu compte et dont personne ne nous parle. Alors sur des gens qui ont de quoi s'occuper du matin au soir comme moi, ou les gens qui travaillent avec moi, bon, on arrive quand même à avoir un fil conducteur, mais j'imagine que ça doit être pour ceux qui n'ont pas ce fil conducteur. Je suppose que ça doit être très usant psychologiquement. Et puis le face-à-face avec le reste de la famille, et surtout si c'est pas dans des conditions où on peut s'isoler chacun, ça doit pas être facile. Alors on a une pensée pour eux. Bon, nous la semaine dernière, on restait les Insoumis, on est resté sur la ligne d'action qui est la nôtre, qui est politiser, faire vivre l'espace politique et sans arrêt nourrir avec des propositions pour répondre à la situation dans laquelle on est. Alors je ne vous dis pas que c'est des propositions qui n'ont pas d'arrière-pensée, évidemment qu'elles en ont. Des arrière-pensées politiques, c'est quand même incroyable. Ça serait bien incroyable qu'on n'en ait pas. Bon, par exemple, quand on dit planification ou réquisition des industries dont on a besoin, ça ne veut pas dire qu'on les nationalise, mais ça veut dire qu'on attend de l'industrie qu'elle se mette au service du collectif humain et pas l'inverse. Bon. Donc vous voyez que derrière un mot d'ordre comme réquisition de l'industrie textile pour fabriquer les masques pour chacun d'entre nous, eh bien, il y a aussi une vision du monde, une hiérarchie des priorités. C'est vrai pour à peu près tout ce qu'on a proposé jusque-là. Et bon, la semaine dernière, c'était une semaine assez spéciale parce qu'il y avait dedans le 1er mai, et puis il y avait un débat parlementaire, et moi j'avais 2 passages dans les journaux des 2 grandes chaînes télévisées, TF1 et France 2. Et du coup, entre les 2 passages télé, ceux de tous mes camarades, parce qu'il y en avait un peu partout dans la semaine, on a senti qu'il y avait une sorte de volonté de réouvrir un peu l'espace politique de la part des grands médias, en donnant la parole aux gens. Entre donc ces 2 journaux de 20 heures, qui sont les émissions les plus fortes dont on dispose pour faire de la politique dans notre pays, plus celles de tous les copains, et les vidéos de nos interventions à la tribune, on a calculé qu'on était à entre 15 et 17 millions de personnes qui ont eu un contact télévisuel avec nous cette semaine. Alors évidemment, on était très contents, parce que c'est pas toutes les semaines comme ça. Ce qui nous a fait super plaisir, c'est qu'il y a eu plus de 5 millions de personnes pour la vidéo qui rend compte de l'intervention de Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, insoumise à l'Assemblée, qui est la vice-présidente du groupe, et bon, pour une assez large part,
mon alter ego, parce que bon, c'est elle qui organise beaucoup de choses de la vie du groupe, beaucoup. Et donc, pour nous, c'est un motif de fierté. Et puis, c'est vrai aussi que dans toute cette crise, on a eu souvent le sentiment que les femmes étaient effacées de l'expression politique. Donc, pour nous, c'est important que le numéro 2 du groupe s'exprime. On n'est pas les plus mauvais dans le genre, hein, parce que bon, plusieurs des femmes qui sont membres de notre groupe sont dorénavant des personnalités publiques bien connues. Hein. Voilà. Donc, enfin, ça avait du sens que ce soit une femme qui porte notre parole d'une manière aussi spectaculairement efficace. Et le 1er mai, notre sujet de satisfaction, c'était à la fois que la manif en ligne a marché, parce que vous avez été là à nouveau au rendez-vous, on changeait la date du samedi au vendredi, mais vous étiez là. Et la deuxième chose, c'est que des casserolades, il y en a eu. Donc il y avait un petit défi, ça a été fait. Donc ça prouve qu'on a pu rester en coordination les uns et les autres, que les consignes voyagent, et qu'on a pu passer de la mobilisation numérique à la mobilisation physique sur cette affaire de casserolade. Je ne voudrais pas attribuer le mérite des casserolades à la seule France Insoumise, parce que dans cette affaire, il y avait plusieurs forces politiques qui s'y étaient mis, notamment le NPA, par exemple, ou la gauche républicaine et socialiste, ou le groupe Génération. Bon, ils ont fait leur truc, chacun, ils ont été présents, donc cette casserolade, c'est une propriété collective, mais c'est surtout les gens qui s'y sont mis, qui avaient une folle envie de ne pas en rester à applaudir le personnel soignant, parce que à partir d'un certain point, bon, c'est bien de l'applaudir, il faut continuer, mais les gens aussi ont l'impression que bon, les responsables du lapagaille, eux, ils passent à travers les gouttes. Donc taper les casseroles, c'est une manière de leur rappeler que les responsables de tout ce bazar, c'est eux et leur politique depuis tant d'années. Bon, je voulais vous dire tout ça pour montrer que le combat politique, l'action, la présence, l'opiniâtreté, bon, ça permet de maintenir en lien des gens et surtout de continuer à faire vivre la démocratie, parce que c'est clair que vous avez pu voir, si vous avez regardé France 2, vous avez pu voir comment Delahousse a procédé. Bon, le gars, il ne suit pas l'actualité, il la lit sur son prompteur, mais bon, il ne sait pas ce qu'on a fait, il ne sait pas ce que les insoumis disent ou font, c'est pas son sujet, lui. Et alors, il me dit, cette opposition systématique. Bon, simplement parce que je m'oppose, je suis en opposant, c'est incroyable, ils en sont là, quoi. C'est-à-dire, ce qui les arrangerait, c'est qu'il n'y ait pas d'opposants. Vous avez remarqué la nouvelle mode dans les médias avant, c'était est-ce que vous n'avez pas peur de... Alors, en général, c'était pour faire dire le contraire de ce que vous dites. Hein. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en affirmant ceci, vous poussiez à la violence? Est-ce que c'était une manière pour eux de nous salir à travers la question? Alors maintenant, comme ça ne vient pas, ils font la question et la réponse. Est-ce que vous dites bravo à je ne sais pas quoi? Est-ce que vous applaudissez? Évidemment, après, vous perdez à peu près 30, 40, 50 secondes à dire que non, vous applaudissez pas, mais que quand même, vous êtes un gentil garçon, et ainsi de suite. Bon, ils font leur boulot, ils sont là pour ça, ils sont payés, bien payés pour faire ça, pour garder la maison du gouvernement. C'était d'ailleurs frappant de voir que la parole était moins libre sur France 2 que sur TF1. C'est curieux, hein, à la fin, le service public est plus embrigadant que TF1. Bon, je le note pour mes mémoires politiques un jour. Alors, comme cette semaine a été bonne, ça nous a mis de bonne humeur et ardent au travail, parce que cette semaine arrive la loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au mois de juillet, qui passe à l'Assemblée nationale, et où à nouveau, Mathilde Panot a organisé toute une noria pour que les copains soient présents, se relaient. Là, on n'a plus droit qu'à une personne dans la commission des finances. Une. Hein. C'est vous dire, d'habitude on est deux, là on est une. Donc on est obligé de faire une noria parce que personne tient. Comme vous êtes seul représentant d'un courant politique, vous ne pouvez pas tenir tout seul, parce que vous devez monter sur toutes sortes de balles, et c'est épuisant. Donc on a dû organiser une noria, on appelle ça comme ça, hein. D'autant qu'on a un peu les boules, parce qu'une fois de plus, avant que le débat commence, il faut que vous compreniez ça, le texte, avant d'arriver dans l'Assemblée plénière, il passe en commission. Et en commission, on examine tous les amendements. Alors on pourra en déposer d'autres après pour l'Assemblée plénière, mais en général, disons que c'est plus élégant de faire comme ça. On présente tout à la commission, comme ça tout le monde peut discuter, et puis après ça va à la plénière. Alors là, quand ils arrivent à la commission,
la séance, comme ils disent, hein, je ne sais pas qui, décide que certains amendements sont irrecevables. Alors là, on est en train de discuter du plan d'urgence sanitaire, et je vais vous donner des exemples de ce qui est irrecevable comme amendement. Je ne dis pas accepter ou refuser, hein, vous m'avez bien compris. Irrecevable, ça veut dire on n'en discute même pas. On le met directement à la poubelle. Ça n'a pas de rapport avec le sujet. Hein. D'accord? C'est ça irrecevable. C'est pas on vote et on dit est-ce que l'amendement il vous plaît ou pas? Non, c'est pas ça. Cet amendement n'existe pas. On n'en parle pas, c'est pas le sujet. Alors, qu'est-ce qui n'est pas le sujet des amendements qu'on a présentés? Je vais prendre un exemple. Les masques gratuits. Donc nous, on propose que les masques soient gratuits. C'est pas le sujet. On propose que les cartes de transport soient remboursées. C'est pas le sujet. Bon, vous voyez le genre? Bon, voilà. Donc c'est une façon pour eux de se débarrasser des débats qui les encombreraient dans la séance plénière et surtout des votes. Parce que si on vote, nous on demande un scrutin public, et vous allez pouvoir voir lesquels là-dedans, parmi tous ces beaux phraseurs, sont pour vous faire payer les masques. Hein. Donc ils n'ont surtout pas envie de ça, donc ils disent « Ah non, c'est hors sujet, c'est même pas discuté ». Donc ça commence mal, et c'est très pesant comme atmosphère, parce que, bon, vous avez peut-être vu au coup d'œil comme ça, quand l'autre jour le Premier ministre était là, ils ont rétabli une espèce de proportionnel des groupes. Alors nous, on était toujours 3. Les cocos aussi, 3. Mais alors tous les autres, d'un seul coup, il y en a eu 75. Alors je suppose que c'est pour qu'il y a un mur en face de nous, hein, ou pour je sais pas quoi, pour garnir les bancs, je sais pas quelles sont leurs intentions. En tout cas, nous on est toujours 3. Et à la commission, on n'est plus que 1. Alors on peut dire que le Parlement, ils prennent toutes les mauvaises habitudes, hein. Puis après ils vont venir vous voir et vous diront « Ah, vous savez, finalement, on a vu qu'on pouvait se passer de tout ce monde, on n'est pas obligé, donc on peut enlever 100, 200, 300 parlementaires. » Et vous aurez toutes sortes d'andouilles pour dire « Ah oui, oui, ils servent à rien, on leur donne trop d'argent. » Enfin, vous n'avez qu'à voir tous les fascistoïdes qui pullulent sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu'il s'agit d'injurier la démocratie parlementaire, mon vieux, ils sont là bien au garde à vous pour répéter les éléments de langage qu'on connaît depuis la Saint-Glinglin que ça existe. Alors ça ne veut pas dire que les institutions sont géniales, ni qu'on enlève notre mot d'ordre, hein, de la 6ème République, mais ça veut dire que c'est vraiment, moi les gens, je vous dis ça comme ça, on en reparlera une autre fois, de très très mauvais plis sont en train de se prendre contre la démocratie dans ce pays, de très très mauvaises habitudes. Ça va depuis les policiers qui sont racistes ou grossiers ou violents et que le ministre encourage, les juges qui se cachent parce qu'ils ont peur des policiers, c'est les injures permanentes contre les parlementaires, tout ça, ça sent pas bon. Alors bon, ce qui sent meilleur, c'est que on ne sait pas encore comment notre peuple va réagir, mais il sait une chose, lui, le peuple, hein, lundi 11 mai égale pagaille. Parce que si quelqu'un a compris les consignes et qui sait qu'il a le droit de sortir et qui sait qu'il n'a pas le droit, et qui doit rester confiné ou pas, eh ben vous êtes bien fort. Hein. Si vous avez réussi à lire les 50 pages de consignes, si vous êtes enseignant pour l'école, ben vous êtes drôlement fort. Et si vous les faites appliquer, vous êtes encore plus fort, parce que même le président de la République, il n'y est pas arrivé pendant la visite guidée qu'il a fait là. Il est allé dans une école où il y a les gamins des soignants. On aurait dit qu'il était au zoo, le gars. Franchement, moi j'ai pas trouvé ça sympathique quand tout le pays est confiné, quand tant de gamins peuvent pas aller à l'école. J'ai pas trouvé que c'était une bonne idée d'utiliser une salle de classe pour mettre en scène le président de la République qui aime bien les enfants, bon sans doute hein, qu'il les aime bien, mais c'est pas le sujet, c'est pas ça qu'on lui demande. Alors après, il a fait un paquet d'explications confuses. Il y avait 2 journalistes là. Déjà, il y a plus de journalistes pour lui poser une question ou pour pas lui en poser qu'il y a de députés insoumis autorisés à entrer dans la commission pour défendre leurs propres amendements. Ça, c'est la vie comme elle est maintenant. Donc, le 11, vous aurez la grosse pagaille. Et il est certain que c'est une pagaille telle que vraisemblablement, hélas, hein, évidemment, j'espère que j'ai tort et que je suis en train de parler trop rapidement, mais vous me le reprocherez après. Mais honnêtement, ça m'étonnerait que ça ne relance pas l'épidémie dans le pays. Alors, l'épidémie, les amis, elle sera là tant qu'il y a le virus. Il faut quand même que tout le monde réalise ça. Le confinement, c'est uniquement fait pour éviter que la maladie se propage tellement vite que les hôpitaux ne soient pas capables d'accueillir les gens qui seraient en grande détresse respiratoire du fait de cette maladie. D'accord? Donc on connaît le chiffre. Au-delà de 10 000 personnes, puisqu'il y a 10 000 lits, la crise commence. Bon. Alors,
bon, il faut éviter de se mettre dans cette situation. C'est pour ça que depuis le début, nous, même si on trouvait que rien n'était fait d'une manière correcte, qu'ils n'ont pas planifié, ils n'ont pas réquisitionné l'industrie textile, ils n'ont pas nationalisé les boîtes dont on avait besoin pour la lutte, ils n'ont pas généralisé les tests. Même à un moment donné, c'était tellement grossier qu'ils nous répondaient même plus dans l'hémicycle quand on leur disait « mais pourquoi vous êtes les seuls à dire que les tests ne servent à rien alors que l'Organisation mondiale de la santé dit le contraire ?» Ils nous répondaient même plus. Bon, on avait toutes ces critiques, on les a faites, hein, mais on ne voulait pas vous donner l'impression que du coup on dénigrait toute mesure sanitaire, parce que c'est pas vrai, hein, c'est pas une affaire d'opposition ou de majorité. Le confinement ralentit la propagation de la maladie et en responsabilité, personne ne peut appeler à désobéir à de telles mesures, même s'il y a des moments où en effet la loi humaine vous commande d'agir autrement. Par exemple, pour vos gosses, moi on m'a posé la question, j'ai répondu franchement, j'ai dit moi j'ai pas de petit à la maison, mais si j'en avais, je ne l'enverrais pas à l'école le 11 mai. Je suis pas d'accord pour qu'on expérimente sur lui sa capacité de résistance à l'épidémie, je suis pas d'accord, il y a plein de gens qui pensent comme moi. Alors là maintenant, une fois que je vous ai arrivé à ce point de ma démonstration, je me demande de bien regarder comment ils ont fait. Dans un premier temps, ils ont dit on va déconfiner le 11. Puis après, ils ont dit oui, mais il y en a qui veulent pas. Alors bon, ben c'est chaque maire qui va décider, dans chaque commune. Et puis après, les maires, les malheureux, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Les enseignants, pareil. Et puis maintenant, on en est à dire, c'est les parents qui décident s'ils sont volontaires ou pas. Autrement dit, depuis le sommet de l'État, on s'est débarrassé de la responsabilité sur qui? Sur les gens au bout, qui souvent ne peuvent pas prendre de décision libre. Parce que si votre patron vous a dit de revenir au boulot, vous y retournez, parce que vous n'avez pas le moyen de lui dire non, parce que c'est dans votre contrat de travail. Hein? Donc vous y allez, il faut bien que les enfants soient quelque part. Peut-être que vous vous souvenez que dans une des revues de la semaine, j'ai dit que je trouvais absurde qu'on déconfine d'abord les petits et pas les grands, parce que les petits n'étaient pas capables de faire les gestes barrières. Et j'avais dit, ils les ont déconfinés eux les premiers, parce que les petits ne peuvent pas se garder tout seuls, tandis que les collégiens et les lycéens, oui. Donc ils les envoient à l'école pour que les parents puissent aller au boulot. Il y en a 2 ou 3 qui m'ont fait des remarques, du genre oui, vous portez des jugements très durs, n'est-ce pas un peu excessif, n'avez-vous pas peur d'eux Bon bref, vous connaissez la musique. Mais non, finalement, ça a été dit tel quel par Castex. Alors, moi j'ai été bien impressionné de l'entendre dire « Ah bah oui, on a pensé d'abord les petits parce qu'ils ne peuvent pas se garder tout seuls ». C'était exactement ce qu'on leur reprochait. Donc, sans doute que moi, je trouverai une occasion la semaine prochaine d'intervenir publiquement. Je ne vais pas le faire avant parce que ça ne sert à rien de faire l'oiseau de mauvais augure, hein, dans la période dans laquelle on vit. Vous savez, on est dans une période du Covid-19 pour un bon moment. Hein. Croyez pas que c'est fini le 11 mai, hein, ni même le 30 juin, ni même le 30 septembre. Tant que le virus est là, il y aura des gens malades et ça posera tous les problèmes que vous connaissez partout, de l'interruption des flux. Donc on en prend pour des mois. Et c'est la raison pour laquelle ce monsieur Castex a prévu un plan de reconfinement, et je le félicite. Je le félicite de prévoir un plan de reconfinement, parce que tel qu'il déconfine là, c'est une telle pagaille qu'il est à craindre que tout d'un coup les gens soient malades. Et à ce moment-là, il déciderait le reconfinement, comme ça a été le cas dans plusieurs pays. Hein. Bon, mais je préfère qu'ils aient préparé que, encore une fois, ordre et contre-ordre, et puis des gens qui décident des trucs sans savoir ce qu'ils veulent, qui confinent tout le monde mais qui disent d'aller voter, qui disent qu'il n'est pas sûr, comme l'a dit Macron, que le pays était en épidémie, le 5 mars, il faut quand même le faire, et ainsi de suite. Moi je préfère l'ordre, les choses organisées, maîtrisées, parce que ça au moins on peut discuter. Ça arrive à tout le monde de se tromper, de ne pas donner la bonne consigne, et c'est pas un problème, on sait très bien que c'est la première fois qu'on a affaire à un sujet comme le coronavirus, donc on ne va pas demander la perfection, mais au moins qu'on sache à quoi s'en tenir, pour pouvoir discuter, éventuellement faire des propositions. Hein. Alors, faire des propositions, et puis si possible, il faut les partisans du gouvernement, il faut qu'ils évitent de tirer sur tout ce qui bouge. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on se taise, qu'on ne participe à rien, qu'on dise oui monsieur, applaudir en cadence et le reste. Alors maintenant, je termine en vous parlant d'un sujet plus politique, plus technique, mais j'ai déjà fait sur cette revue de la semaine une explication sur la question de l'annulation de la dette. Vous avez vu que plein de gens depuis
disent pareil. Et ce matin, j'ai entendu Nicolas Hulot dire que lui aussi était partisan de l'annulation de la dette. Et je crois que dans la foulée, M. Jadot a dit aussi qu'il était pour. Donc ça veut dire que du côté des écolos, tout le monde est passé sur cette position politique. Donc ça donne de la force à mes camarades au Parlement européen, notamment parce que là-bas, ils ont martelé, mais bon, avec des difficultés. Et on a publié aujourd'hui dans le journal Les Échos une tribune à plusieurs dirigeants politiques européens, évidemment du groupe GUE et de la délégation insoumise, pour défendre cette idée de l'annulation de la dette. Alors vous pouvez vous référer, vous aurez le lien en bas à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, parce que Antoine va mettre le lien. Alors, il y a un autre point, prenez votre mal en patience, mais il faut que vous compreniez ces événements, parce que sinon, quand leurs conséquences apparaissent, vous demandez d'où ça sort, et à ce moment-là, ils se racontent souvent n'importe quoi. Hier, il y a eu une décision de la Cour constitutionnelle allemande, qu'on appelle la Cour de Karlsruhe, parce que c'est le nom de l'endroit où elle se trouve. Cette Cour constitutionnelle en Allemagne a une grande importance, parce qu'au contraire des Français, les Allemands respectent leur constitution et appliquent leurs principes politiques. Nous, si la constitution dit le contraire de ce qu'a décidé l'Europe, le gouvernement s'en fout et il fait ce que dit l'Europe. Bon, pas les Allemands. Ils sont très à cheval là-dessus. Et quand la Cour de Karlsruhe dit quelque chose, tout le gouvernement se met au garde à vous, quelle que soit sa couleur politique, pour dire « Ah ben non, nous, notre constitution ne permet pas ça ». Donc cette Cour de Karlsruhe, elle s'est adressée à la Banque Centrale Européenne et elle lui a dit « Vous devez nous prouver que la décision que vous avez prise de racheter des dettes des pays dans les banques privées est bien conforme au traité. » Vous avez compris ? La Banque Centrale Européenne rachète des titres des dettes des États aux banques privées. Elle n'a pas le droit de les acheter directement aux États. Elle ne peut l'acheter qu'aux banques privées. Et comme ça, en douce, elle en fait des tas pour donner de l'argent aux banques privées contre des titres de dette des États. Et 40%, plus de 40% des comptes de la Banque Centrale Européenne, ce sont des titres de dette des États. C'est incroyable, hein ? Alors la Banque Centrale n'a pas le droit de prêter de l'argent aux États, mais elle a le droit d'acheter leurs titres de dette et, surtout, de toucher les intérêts dessus. Donc elle n'a pas le droit de donner des sous aux États, mais elle a le droit de leur en prendre. Merveilleuse usine à gaz, signée Furax, Union Européenne. Bon. Donc, ce qu'elle a fait ces temps derniers, c'est qu'elle s'est mise à racheter la dette des États aux banques privées. Le résultat, c'est que ça devenait, comme on dit, du papier en béton, quoi. Tout le monde dit « Ah, ça c'est une bonne valeur, ça risque rien, la Banque Centrale l'a racheté, tout ça. » Formidable. Et donc, les taux d'intérêt restaient extrêmement bas. Bon. Quand la Cour de Karlsruhe a dit « Mais on veut savoir si ça c'est vraiment légal et conforme au traité », bon, personne n'a rien vu ailleurs, hein, mais nous, si, on l'a vu. Alors on a dit « On sait ce que vous êtes en train de faire, les Allemands, une fois de plus. Vous êtes en train de créer le doute. » Et le doute pour qui ? Pour les pays qui ont beaucoup de dettes. Parce que s'il n'est plus certain que ces dettes à la fin sont rachetées par la Banque Centrale Européenne, tous ceux qui vont pour acheter des dettes des États, ils disent « Ah ouais, d'accord, mais enfin, on veut être bien payé pour prendre le risque. Hein, » c'est comment ils font. D'autant qu'ils sont obligés souvent de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il est prévu que les agences de notation donnent des notes. Et quand vous avez 160% de votre production annuelle qui est gagée dans la dette, hein, c'est pas un chiffre qui leur fait plaisir. Et les agences de notation sont obligées de dire c'est trop, donc elles baissent la dette. Si elles baissent la dette, ça augmente les taux d'intérêt. Et voilà le résultat, vous devez payer encore plus cher pour votre dette. Donc vous endettez encore plus pour la payer. Vous suivez les gens ? Voilà. Il y en a qui ont ça dans leur propre vie, alors ils comprennent comment on fait pour le mécanisme qui fait qu'on endette et que ça coûte toujours plus cher de s'endetter, si bien qu'à la fin, vous payez bien plus que ce que vous deviez au début. C'est ça que vient de faire le gouvernement allemand, bien sûr, sous couleur de la Cour de Karlsruhe, qui évidemment est indépendante, comme la Banque Centrale Européenne et comme tous les indépendants de cet acabit-là. Donc, une fois de plus, l'Allemagne fait une très mauvaise manière à tous ses voisins. Et vraiment, je demande qu'on m'entende. J'en ai assez, moi, de cette naïveté en Europe. Alors, on est censé être tous des bons copains, on s'aime tous. Alors, on dit nos amis allemands. Ben, moi, je suis pas ami du gouvernement allemand.
parce que c'est un gouvernement de droite, et moi je ne suis pas de droite, ni de CDU, CSU. Et donc j'en ai marre qu'on appelle nos amis tout le monde et n'importe qui, y compris des gens qui nous tapent dessus, qui nous nuisent, et on s'interdit de se rendre compte que ce qu'ils sont en train de faire est catastrophique. Parce que si nous sortons de la période là, que l'activité économique reprend, et qu'au passage on s'est juste ramassé 18 ou 20% de dette de plus, et que dans les budgets de chaque État, le prix à payer tous les mois pour la dette augmente, c'est évidemment autant d'argent qui n'ira pas dans l'activité économique, qui n'ira pas dans les infrastructures, qui n'ira pas dans les hôpitaux, mais qui ira une fois de plus dans les caisses des banques, en augmentant évidemment les difficultés internes de chacun de ces pays. Voilà ce que les Allemands sont en train de déclencher, c'est-à-dire pour la 3e fois de leur histoire, des mécaniques aveuglées qui désarticulent et détruisent toute l'Europe. Donc c'est une décision extrêmement grave qui a été prise par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Dès que je m'en suis aperçu, j'ai protesté. La délégation française des Insoumis au Parlement européen en a fait autant. Nous avons porté ça sur la place publique. J'ai été agréablement surpris de voir que même certains élus verts embrayaient sur la dénonciation de cette mauvaise action en disant « mais ça c'est la fin ». Eh bien évidemment, c'est la fin de la zone euro si on continue comme ça, parce qu'on va avoir des décalages tels entre les principales économies que la monnaie va tout simplement exploser. Alors j'ai trouvé ça sous la signature de plusieurs élus Europe Écologie Les Verts. Je dois dire qu'en dépit du fait qu'ils soient particulièrement malgracieux et même injurieux à plusieurs reprises contre moi, je ne m'arrête pas à ça. Ce qui m'intéresse, c'est de les voir évoluer. Quand je les vois dénoncer la Cour de Karlsruhe, quand je les vois prendre enfin au sérieux la menace que représente le gouvernement de droite allemand, de droite et socialiste, hein, parce qu'ils gouvernent ensemble, je tiens quand même à le rappeler, il y a là-dedans des socialistes et des gens de droite. Quand je trouve sous la plume de M. Jadot l'idée qu'il faut défendre notre souveraineté, comme c'était le cas dans le dernier tweet que j'ai lu de lui, eh ben moi j'oublie qui écrit ça. Ce qui m'importe, c'est que maintenant, enfin, les thèmes que nous avions mis sur la table, ils deviennent hégémoniques. Ils sont au centre de la discussion. C'est ça qui est le plus important. C'est pas l'intérêt de partis particuliers que nous avons. Évidemment, je préférerais qu'on dise « Ah bah, c'est eux qui ont eu la bonne idée les premiers », ça me ferait plaisir, mais je sais très bien que c'est impossible. Ces gens nous détestent beaucoup trop pour avoir cette honnêteté intellectuelle. Tiens, par exemple, ce matin, Léa Salamé a demandé à Hulot, je crois, Hulot dit « Il faut annuler la dette », elle lui dit « Alors, vous êtes devenu gauchiste ?» Bon, elle aurait pu lui dire « Alors, vous dites comme Mélenchon, comme ils font d'habitude, hein, d'habitude, ils disent « Alors, vous dites comme un tel, vous dites comme un tel », et après, vous passez une demi-heure à dire que non, un tel, c'est pas vous, etc. Bon, non, elle lui dit « Alors, gauchiste, hein ». Je pense qu'elle ne sait pas ce que veut dire gauchiste, d'ailleurs, Hulot l'a bien mouché, hein, lui a dit « Vous donnez une description extrêmement étroite de ce mot. » Bon. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas, évidemment ça fait rager, c'est frustrant, ça souligne la malhonnêteté intellectuelle, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas les se pendre, hein, ni pleurer. Ce qui est important, c'est que ça centralise certains mots d'ordre, certaines thèses. Alors là, regardez, dans la période du coronavirus, la planification, maintenant tout le monde est d'accord. Le mot réquisition, il est rentré dans le vocabulaire commun. Alors le gouvernement dit, nous avons réquisitionné, on n'a pas fait, mais c'est pas grave, ils utilisent le mot. Souveraineté, qui a fait un bond considérable. Annulation de la dette. Donc si vous voulez, morceau par morceau, il y a tous les cadres sur lesquels repose le programme L'Avenir en commun qui rentrent dans la discussion générale. Et par conséquent, eh bien, ça fait mûrir les esprits et ça les tourne du côté de ce type de solution. Pour nous, c'est ça la victoire la plus importante. La victoire la plus importante, c'est celle des idées, c'est celle du programme. Des personnes, il en faut, hein. Puis j'aime mieux vous dire que c'est pas drôle comme boulot. Mais bon, il faut qu'il y en ait qui fassent le travail, qui fassent les porte-paroles, qui prennent les coups et tout. Mais le plus important, c'est que faire le porte-parole et prendre des coups, ça se passe d'autant mieux que vous savez que ce que vous faites sert à quelque chose. Et c'est ça que je veux vous dire à vous tous qui avez tenu bon et qui continuent à tenir bon. Faites circuler les idées. Faites circuler le programme. Défendez les mots. Parce que ces mots sont ceux qui construisent un univers différent de celui qu'on a. Et vous verrez que petit à petit, les gens y viendront. Je termine là-dessus. J'ai lu les 100 propositions de Nicolas Hulot. C'est intéressant. Il y a des moments, il y a un côté prof de yoga. Hein. Il faut retrouver la sérénité, il ne faut pas se mentir, tout ça. Moi, je trouve ça très bien, pourquoi pas. Hein. Mais on voit que
sur des questions essentielles, on voit comment il désigne les mêmes espaces de mots que nous. Et c'est ça qui est intéressant. Alors peut-être qu'il ne va pas les remplir de la même manière que nous, ou peut-être qu'il n'a pas idée au juste de comment les remplir. Ça lui, tout le monde n'est pas obligé. Ça lui paraît être l'important, la conclusion qu'il a tirée de ce qu'il a vécu et de ce qu'il croit juste politiquement. Mais c'est à nous à ce moment-là d'être bons et puis de dire bah tiens, telle idée, bah, ça tombe bien, voilà comment elle est incarnée dans l'avenir en commun. Voilà. Alors moi je boucle cette 112e revue de la semaine, le cœur plein d'allégresse et d'enthousiasme pour la bataille que nous menons. Vous savez, ce sont des grandes circonstances qui reformatent les esprits. C'est pas quand la vie roule sa petite routine habituelle, même si on l'aime beaucoup cette routine, que les idées évoluent. Les gens ont plutôt tendance à considérer que dans ce domaine ça va, leur point de vue est fait. Mais là, il y a plein de gens dont le point de vue est plus fait et qui réfléchissent. Alors évidemment, ne vous attendez pas à être accueillis à bras ouverts avec des bouquets de fleurs et le reste, parce que quand même tout ce qu'on raconte, il y en a quand même beaucoup à qui ça ne plaît pas du tout, pour plein de raisons. Ceux qui ne croient pas que tous les êtres humains sont égaux, semblables, alors ils ne nous aiment pas parce qu'on est humaniste. Mais il y a surtout ceux qui savent qu'on est anticapitaliste. Alors eux, de ça il ne peut pas être question. Il faut qu'ils puissent continuer à faire de l'argent parce que pour eux, la valeur suprême de la vie et de la société, c'est l'argent. Et nous, c'est pas du tout notre avis. Voilà, c'est dans ces conditions que je boucle cette revue de la semaine. Si ça vous a plu, vous mettez des pouces bleus parce qu'à nous, ça nous donne le moral pour faire le boulot. C'est-à-dire à moi et à Antoine qui fait le montage et qui filme. Et puis, si vous voulez, vous découvrez ça aujourd'hui, tiens, toc, par hasard, et vous vous dites, tiens, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'il revient, Mélenchon, on peut parler de ces trucs, eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça restera toujours, et puis quand vous êtes abonné, vous recevez une notification, comme on dit, qui vous dit, ah bah tiens, il y a une revue de la semaine qui vient d'être mise en ligne. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Je vous remercie parce qu'on a gagné plein d'abonnés. Je crois qu'on en a gagné 10 000 ces temps derniers là. Donc ça a bien monté. Et du coup, les vidéos atteignent des niveaux de fréquentation qui pour nous sont intéressants parce que c'est l'équivalent d'une audience d'une émission de télévision pour certaines d'entre elles. Donc c'est très satisfaisant parce que ça veut dire que par la voie parallèle on arrive à se faire entendre. Alors évidemment c'est beaucoup de nos amis, mais encore tant mieux, donc quand même, c'est pas parce qu'ils ont nos amis qu'ils ont le droit à rien du tout. On est amis parce qu'on pense des choses en commun, ça les intéresse d'entendre ce que je raconte. Sur les sujets que j'évoque, très souvent les gens ensuite envoient des messages qu'on lit. Je vois bien qu'il y en a quand ça 10 fois plus que moi sur les sujets que j'aborde, mais mon but c'est pas de me montrer savant, c'est de me montrer utile et de proposer des mots, des expressions, des manières de voir qui éclairent le paysage. Après, à chacun d'entre nous de compléter ses connaissances, ses savoirs. En ce moment, là, je suis en train de boucler avec quelques copains et copines un texte, parce que j'ai fait des conférences à tous les collaborateurs et collaboratrices du groupe parlementaire à l'Assemblée, groupe parlementaire au Parlement européen, puis les deux ensemble, puis les directeurs de cabinet, puis enfin bref, toute la structure permanente, fixe de notre organisation. C'est des conférences sur le moment politique pour les aider à respirer eux aussi, parce qu'ils sont nés dans le guidon, et eux ils sont en première ligne, donc faut prendre de l'altitude sur tout ça et réfléchir politiquement. Et on a fait là 2 fois des réseaux locaux d'amis qui sont inscrits. Et moi j'aime bien faire les conférences, j'en ai fait sur l'ère du peuple presque 10 je crois pendant la période qui précédait l'épisode coronavirus. Et puis là on a décidé de transcrire mon discours, on a collé les morceaux ensemble parce que ça varie d'une conférence à l'autre, on a remplumé par-ci par-là avec les chiffres quand il en manquait. Et c'est un document qu'on va mettre en ligne, c'est pas un document bouleversant, mais disons que c'est une petite synthèse de la manière avec laquelle moi je vois les événements et le moment. Voilà. Alors vous le trouverez, on en reparlera dans une prochaine revue de la semaine et il sera dans la liste en bas, le lien. Et puis sinon, si vous êtes des habitués, guettez, il sera annoncé d'une manière ou d'une autre, je fais confiance à Antoine pour ça.
Vous pouvez, d'une manière générale, utiliser la plateforme des Insoumis, parce que c'est là qu'il y a tout, pour savoir ce qu'on fait. On fait plein de choses, plein, dans tous les domaines, sur tous les sujets. Moi, j'arrive plus à suivre tellement il y en a. Hein. Mais vous voyez l'importance qu'on a eu d'avoir un programme et délivré, c'est que ça part de tous les côtés, mais ça part pas dans tous les sens. Hein. Ça part de tous les côtés, mais dans le même sens. Donc ça, c'est très positif. Je suis très fier de mes copains. Vous avez donc cette plateforme Insoumise, et puis je ne sais pas si vous l'avez repéré dans le paysage, on a maintenant un multimédia qui s'appelle l'Insoumission. Alors il y a le multimédia, qui est un agrégateur. Alors là vous trouvez à peu près tout le monde, tous les porte-paroles insoumis, les orateurs nationaux, oratrices nationales, les parlementaires, tout ça. Bon, il y a tout le monde qui est là, hein, qui est collecté. Chacun d'entre nous, quand il a un blog ou une chaîne aussi, ça remonte sur cet agrégateur. Donc si vous voulez savoir ce que fabrique individuellement chacun d'entre nous, vous allez là. C'est pas mal fait, il y a une petite équipe bien motivée pour faire tourner ce truc. Et très vite, il s'est fait, nous on est contents parce qu'on a fait tout ça pendant la période coronavirus. Hein. On n'est pas resté les deux pieds dans le même soulier. Hein. Et bon, on a amélioré, augmenté le nombre de nos outils de travail. C'est une belle organisation. Bien disposé sur le terrain, et d'aucuns aura bientôt l'occasion de se rendre compte que ça paye d'être organisé. Allez, à la semaine prochaine.